Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons corriger le deuxième exercice de l'examen national des sciences de la vie et de la Terre. Cet exercice porte sur une maladie génétique, la sclérose latérale amyotrophique, SLA, qui affecte les motoneurones et entraîne une atrophie musculaire. Commençons par la première question. Dans cette question, on nous demande d'utiliser le document 1 pour comparer une personne malade et une personne saine, puis d'établir la relation entre une protéine et un caractère biologique. Commençons par la comparaison. Le document 1 est un tableau présentant l'activité de l'enzyme SOD1, impliquée dans la neutralisation des molécules toxiques. Il met aussi en évidence l'accumulation de ces molécules. En analysant le tableau, on constate que l'activité de l'enzyme SOD1 dans les motoneurones d'une personne saine est élevée, 100%, tandis qu'elle est nettement plus faible chez une personne atteinte de SLA, 20%. De plus, chez la personne malade, les motoneurones présentent une forte accumulation de molécules toxiques, alors que cette accumulation est faible chez la personne saine. En croisant ces observations avec le document 2, nous pouvons établir la relation suivante. Lorsque l'activité de l'enzyme SOD1 est normale, l'accumulation des molécules toxiques est faible. Les motoneurones restent en bon état et les muscles conservent leur structure et leur fonction normale. Cela correspond au caractère sain. En revanche, lorsque l'activité de l'enzyme SOD1 est réduite, protéine dysfonctionnelle, les molécules toxiques s'accumulent en grande quantité, endommageant les motoneurones. Cela entraîne une dégénérescence musculaire et une atrophie, qui constituent le caractère pathologique. En conclusion, une protéine fonctionnelle entraîne un caractère normal, tandis qu'une protéine anormale engendre un caractère pathologique. Passons maintenant à la deuxième question. En utilisant le document 3, nous devons transcrire les séquences d'ADN en ARNM, puis traduire ces séquences en acides aminés à l'aide du tableau du code génétique, document 4. Pour l'individu sain, on peut facilement déterminer l'ARNM à partir du brin non transcrit, cela en remplaçant chaque T par un U dans le brin non transcrit. Après détermination de l'ARNM, on peut déterminer la séquence des acides aminés, en utilisant le tableau du document 4. De même, pour l'individu malade, on détermine la séquence de l'ARNM, puis la séquence des acides aminés correspondantes. Donc, la mutation par substitution du nucléotide G par T au niveau du triplet numéro 6, dans le brin non transcrit, entraîne l'apparition d'un nouveau codon CUG au lieu de CGG, ce qui conduit à un changement dans la séquence des acides aminés. Chez l'individu sain, on trouve l'acide aminé arginine, tandis que chez l'individu malade, on trouve la leucine. Ce changement peut altérer la structure et la fonction de l'enzyme SOD1, réduisant son activité et entraînant l'accumulation de molécules toxiques. Cette mutation est donc responsable de la maladie de Charcot. Dans la question 3, qui se base sur le document 5, il s'agit de démontrer que l'allèle responsable de la maladie de Charcot est dominant et qu'il est porté par un chromosome non sexuel, autosome. Tout d'abord, on sait que l'individu 4 est hétérozygote, ce qui signifie qu'il possède un allèle sain et un allèle mutant. Or, comme il est atteint de la maladie, cela signifie que l'allèle mutant est dominant. Nous le notons M majuscule, tandis que l'allèle sain, récessif, est noté M minuscule. Par ailleurs, en observant l'arbre généalogique, on remarque que l'individu 4, qui est une femme saine, est la fille de 3, qui est un homme malade. Si la maladie était liée au chromosome X, alors toutes les filles d'un père atteint devraient être malades. Ce n'est pas le cas ici, ce qui exclut une transmission liée au chromosome X. De plus, la présence de femmes atteintes indique que la maladie ne peut pas être portée par le chromosome Y, qui est uniquement transmis de père en fils. Ainsi, nous en déduisons que la maladie est portée par un autosome et que son allèle responsable est dominant. Dans la question 4a, il faut déterminer les génotypes des individus 3, 1 et 3, 2. L'individu 3, 1 est sain,
ce qui signifie qu'il est homozygote récessif, petit m sur petit m. L'individu 3, 2, est malade, ce qui signifie qu'il porte au moins un allèle mutant grand M. Son père, 2, 1, est sain, petit m sur petit m, ce qui implique que 3, 2, a hérité de son père l'allèle petit m et de sa mère, malade. L'allèle grand M, il est donc hétérozygote, grand M sur petit m. Dans la dernière question, il faut calculer la probabilité pour que le couple 3, 1 et 3, 2 ait un enfant sain. Pour ce faire, nous allons réaliser l'interprétation chromosomique. Phénotypes des parents sont: la mère est saine, petit m, le père est malade, grand M. Les génotypes sont, pour la mère, homozygote récessif. Pour le père, hétérozygote. Après méiose, la mère produit un seul type de gamète contenant petit m. Le père produit deux types de gamètes en proportions égales. 50% avec petit m et 50% avec grand M. Toutes les combinaisons possibles entre les gamètes de la mère et du père peuvent être représentées par l'échiquier de croisement. Sur l'échiquier obtenu, on trouve que la probabilité que ce couple ait un enfant sain est donc de 50%.